Bonjour à tous, je vais vous présenter, donc je m'appelle d'abord Marie-Dominique Vandamme, je suis ingénieure d'études au laboratoire Lastig dans l'équipe MEG et aussi enseignante à l'école de l'ENG. Et je vais vous présenter l'intégration sémantique d'objets de repère pour un référentiel métier dédié au secours en montagne. Donc ce travail a été réalisé en fait dans le cadre du projet d'ANR Choucas qui vise en fait à intégrer des données hétérogènes pour faire du raisonnement spatial pour l'aide à la localisation de victimes en montagne. Donc en fait, les victimes ou tout simplement les personnes perdues en montagne, elles s'appellent le PGHM et elles donnent une liste d'indices pour que le secouriste puisse aller le chercher. Donc par exemple, les indices qu'on a, c'est je marche sur la route qui longe le lac de la Muselle, j'ai pris un chemin en lacet, j'ai traversé une forêt, etc. Et en fait, donc la première étape, vous avez peut-être vu l'année dernière la présentation de Mathia Buniel qui visait en fait à spatialiser ces indices-là pour après faire une fusion et trouver la zone de probabilité de localisation de la victime. Et donc pour faire cette étape de spatialisation de tous ces indices-là, on a besoin des données. Et donc les données, ce que je vais vous présenter comme travail que j'ai piloté, c'est constitué du coup à partir de données diverses et variées, qui viennent de plusieurs sources et essentiellement de sites internet, donc de thématiques différentes, avec des problèmes de redondance, de conflits et de complémentarité entre ces données. Donc en fait, on a visé à construire un référentiel métier à partir de ces sources-là. Et on souhaite aussi garder les liens, quand il y a de la redondance entre les données, on souhaite vraiment garder tous ces liens entre les données. Donc, quels problèmes on a rencontré? Donc, par exemple, si vous prenez l'abri de la Pérouse, donc, qui est une petite cabane en montagne où il y a un lit de place où on peut dormir. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de porte. Et donc, si on regarde dans les différentes sources de données, comment est-ce que cet objet géographique-là est qualifié? Alors, en fait, c'est la nature. Donc, si on prend la source de données refuge info, en fait, c'est qualifié de cabane non gardée parce qu'ils n'ont pas la notion d'abri. Ils n'ont que la notion de cabane non gardée, refuge ou gîte. Donc voilà, c'est qualifié comme ça. Si on prend la source Camp2Camp, qui est un autre site internet plus dédié en fait aux experts de la montagne, eux, en revanche, ils ont qualifié cette nature d'objet comme refuge et cabane à la fois. Donc on n'a vraiment pas une très grande précision sur la nature de l'objet. Et puis dans la BD Topo et OpenStreetMap, c'est un peu la même nature, c'est-à-dire c'est un abri naturel ou artificiel pour se protéger du mauvais temps. Donc notre problème c'est ça, c'est qu'on doit résoudre ces problèmes sémantiques, donc les objets ont des sens différents dans les différentes sources de données. Donc je vais commencer par vous présenter l'approche qu'on a eue pour intégrer ces données-là. Donc on est parti de 5 sources de données qu'on va, en fait, et on veut arriver à les intégrer donc, dans l'entrepôt à la fin. Donc la première chose à laquelle on s'est confronté, c'est la partie sémantique. Donc en fait, dans un autre travail du projet Choucas, des gens ont travaillé sur la constitution d'une ontologie qui vise en fait à modéliser tous les objets de repère dont les gens se servent pour se repérer en montagne. Donc en partie, tout ce qui est visible sur le terrain. Et l'ontologie, en fait, c'est plus qu'une constitution d'un vocabulaire, c'est aussi des relations entre tous ces concepts. Et entre autres, toutes les relations, c'est pour discriminer plus rapidement, pour que le gendarme puisse trouver facilement la victime. Donc par exemple, tout de suite, si on prend le thème hébergement, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est savoir si c'est un hébergement isolé ou accessible. Pour lui, il a envie de discriminer avec ça. Donc, en fait, on est parti de cette ontologie-là et on a extrait le vocabulaire, c'est-à-dire toutes les classes et les concepts. Et en deuxième étape, on a donc pris toutes les natures des différentes sources de données et on les a alignées avec le vocabulaire de l'ontologie. Ce qui nous a permis, dans un deuxième temps, donc dans la deuxième phase du processus, c'est d'aligner donc tous les objets géographiques avec les natures qu'on a et les associations des natures qu'on avait par rapport à ce vocabulaire-là. Ce qui nous donne en sortie, en fait, tous les objets géographiques de toutes les sources de données qui ont une nature commune associée au vocabulaire qu'on a. Donc là, par exemple, on voit tout en haut abri de la Pérouse de Camp2Camp qui est aligné, qui est du coup instancié dans l'ontologie avec la classe hébergement isolé.
Et puis tout en dessous, si vous prenez la source refuge info, on voit que la définition, enfin la granularité de l'information est plus fine, c'est qualifié d'abri. Donc en fait, on a augmenté aussi l'ontologie en y ajoutant cette partie assertionnelle, c'est-à-dire tous les objets sont des instances des concepts définis dans l'ontologie. Donc une fois qu'on a donc à la sortie de ce processus-là, on a toutes les données qui sont associées à un vocabulaire commun. Donc maintenant, pour trouver la partie doublon, duplication de la donnée dans les différentes sources, ça va être beaucoup plus facile puisqu'on a cette partie commune. Alors, on a utilisé un appariement qui est défini, enfin qui existe depuis quelque temps déjà et implémenté au laboratoire la STIG. Et pour cet appariement-là, donc pour identifier les doublons de deux sources de données, c'est un appariement qui est non symétrique, donc il s'appuie par contre sur un jeu de données de référence. Donc nous, on a pris le jeu de données de la BD Topo, enfin de l'IGN, comme un jeu de données de référence. Donc cet appariement de données qu'on a utilisé, c'est un appariement multicritère qui va en fait combiner 3 critères pour chaque objet géographique, c'est-à-dire le critère spatial, plus c'est proche, plus ça a de chance d'être le même objet, combiné avec le critère toponymique, qui est sur le nom de l'objet, donc 2 noms très ressemblants, forcément, ça a des chances de ressembler. Et puis le 3e critère, qui est justement la proximité des natures des objets dans l'ontologie. Donc on a vu, par exemple, les habitations isolées, un abri, un refuge, ça a des chances que ça soit le même type d'objet, alors que si on s'éloigne dans l'ontologie en prenant un bâtiment agricole, une bergerie, on a moins de chances que ça soit le même objet. Donc on combine ces 3 critères-là pour chaque objet, et du coup on obtient des liens d'appariement. Alors on a 2 types de liens d'appariement. Alors des liens dont l'algorithme estime qu'il a réussi à trouver l'association, et puis il y a des liens d'appariement où l'algorithme juge que c'est plus incertain. Donc en vert c'est validé, et en rouge c'est incertain. Donc à gauche, on voit que le lac du Gary, l'appariement ressort bien les bons liens entre les 4 sources de données, enfin les 3 sources de données par rapport à la BD Topo c'est le petit rond gris. Dans l'image du milieu, en fait, là, l'algorithme n'a pas réussi à trancher. Donc c'était, par exemple, c'est le col de l'homme. Donc si on prend dans la source BD camp-to-camp, pardon, en fait, il est de nature accès routier. Accès au transport en commun. Et les 3 candidats potentiels de la BD Topo, en fait, c'est un col, un sommet et un parking. Et en fait, dans l'ontologie, le parking est assez éloigné de la notion de transport en commun, parce que transport en commun, ça peut aussi être des gares ferroviaires ou l'accès routier. Et du coup, c'est comme ça, c'est un terme assez générique, c'est assez haut dans le graphe de l'ontologie, et du coup, la distance sémantique fait que l'algorithme d'appariement ne réussit pas à trancher. Et le 3e cas, là, dans l'image de droite, c'est donc avec la source orange, camp-to-camp, ça a bien marché. Par contre, dans la source des parcs nationaux, ça n'a pas bien marché parce que malgré que le nom soit ressemblant, la distance spatiale soit très proche, en fait, ce n'est pas du tout la même nature, un col et un refuge. Donc à la sortie à la sortie de l'appariement, en fait, donc on obtient des liens que l'algorithme, lui, a décidé qu'ils étaient justes. Et nous, on a fait une phase de validation manuelle pour vérifier est-ce que c'est vraiment le cas, si c'est juste ou pas, pour y mettre une précision sur l'algorithme. Donc pour ça, on a développé un plugin QGIS qui permet de valider à la main les 4000 liens d'appariement que l'algorithme nous a trouvés. Et du coup, ce qui nous permet aussi après de faire des critères, des statistiques de précision dans la base de données. Voilà. Alors, donc on a appliqué cet algorithme sur 5 sources de données, donc essentiellement sur les POI. Donc les POI, c'est les points d'intérêt. Hop là. Donc, grosso modo, les résultats, alors pour la partie instantiation des natures, ça marche très bien sur certaines sources et d'autres pas du tout. Par exemple, les parcs, ça ne marche pas du tout parce qu'en fait, c'est une source de données qui est très touristique. Du coup, ça ne correspondait pas au vocabulaire qui est utilisé par les gendarmes qui recherchent les victimes. Dans les résultats d'appariement, ça marche plutôt bien. En fait, alors ça dépend comment on voit les choses, mais alors il y a beaucoup d'appariements qui ne se font pas. Donc pour la ligne 1,0, ce sont les liens d'appariement
où l'algorithme n'a pas trouvé de lien. Et en fait, c'est parce que du coup, les sources sont complémentaires. En fait, tous les objets, par exemple, les activités sportives ne sont pas dans la BD Topo, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Donc, on essaye maintenant, donc on a les liens d'appariement, donc on intègre ça dans une base de données. Donc ça, c'est un travail qui a été initié par Véronique Jonder l'année dernière. Elle a intégré toutes ces données-là et les liens d'appariement dans une base graph. Alors, pourquoi une base graph? C'est pour être sur un modèle très proche de celui de l'ontologie. Et parce que aussi, tous les liens sont au niveau de la donnée et non pas au niveau d'un ensemble de données. Et du coup, on a plus vite l'information pour un contexte spatial à partir d'une donnée. Alors, une fois qu'on a constitué cet entrepôt, enfin cette base de données avec tous ces objets de repère, on a trouvé 3 cas d'application. Donc la première partie, c'est évidemment l'extraction des objets de repère pour interroger la base. Donc comment est-ce que ça marche sur une base graph? En fait, vous avez le template de la requête qu'on cherche à trouver. Donc c'est-à-dire tous les, par exemple dans ce cas-là, c'est tous les objets de repère homologues au lac de l'Échaudat. Donc c'est au milieu, c'est le point d'interrogation. On cherche les objets de repère qui ont un lien CMAS avec le lac de l'Échaudat et ça vous donne un graphe de résultats, toutes les sources qui sont reliées au nœud vert qui correspond à celui de la BD Topo. Dans le même contexte, une fois qu'on a trouvé l'information, comment est-ce qu'on la diffuse aux applications utilisées par le PGHM. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est issu d'un projet Cartagéo de l'école, hein, quelqu'un qui a travaillé dessus, Nicklin, et qui a proposé 3 stratégies de restitution de la donnée. Donc comme il y a différentes sources, enfin les objets appariés ont différentes sources, donc différentes géométries et différentes natures, comment est-ce qu'on fusionne l'information? Donc il a proposé une stratégie multipoint, enveloppe convexe ou polygone. Donc multipoint, on donne toute l'information, c'est ce que le gendarme avait été demandeur de cette partie-là. Ou alors on pourrait faire une stratégie enveloppe convexe, c'est-à-dire on définit l'endroit où il y a le plus de points. Donc on voit, en fait, c'est là où passent les itinéraires en général, puisque les points correspondent souvent à des itinéraires à côté. Une deuxième application, c'est les métadonnées de qualité. Donc en fait, les liens d'appariement qu'on a trouvés permettent de définir des indicateurs de qualité sur ces différentes sources de données-là. Donc on a utilisé le standard de l'ISO 1957 pour les calculer. Alors, on n'a pas inventé de nouveaux indicateurs, hein. On a repris uniquement ceux de la littérature qui sont souvent utilisés en version one-shot. Et nous, on a décidé de tous les assembler, hop là, ça marche plus, et de les mettre dans un fichier XML. Alors, pourquoi les mettre dans un fichier XML? Parce que souvent, il y a d'autres applications qui seraient très intéressées par utiliser toutes ces métadonnées-là. Et il y a une présentation juste après qui présentera un moteur de recherche, justement, qui utilise les métadonnées pour améliorer la trouvaille. Voilà. Donc, et l'avantage aussi, c'est que comme les métadonnées sont calculées à partir de la base de données, on peut faire en fait des métadonnées à la demande. C'est-à-dire on peut filtrer nos métadonnées, par exemple, sur une branche de l'ontologie, c'est-à-dire focaliser sur l'habitation. Et donc là, par exemple, ce sont des résultats où on voit que... Alors ça, c'est sur tout le jeu de données. Donc par exemple, le premier paragraphe, c'est ici tout au-dessus, c'est la précision spatiale. Donc on voit qu'elle est très mauvaise, par exemple, dans Camp to Camp ou dans les parcs. Oui, c'est ça. Mais quand on focalise sur une branche comme l'habitation, donc les refuges et tout ça, la précision, par contre, là, elle est bien meilleure. Par contre, quand on prend les éléments du relief, dans les parcs, elle est mal résolue. Du coup, on a des écarts très importants. Un autre indicateur de qualité, c'est les matrices de confusion qui permettent de mesurer la justesse de l'attribut nature. Et c'est là, par exemple, donc, sur la branche habitation, on voit que dans les sources de données, les sources sont très en désaccord les unes des autres, puisque la diagonale verte représente, là, quand on a 2 fois la même nature dans les 2 sources de données, et les cases roses représentent quand il y a une grosse hétérogénéité. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter le 3e cas d'application qui concernait en fait l'intégration des itinéraires dans la base, où on a justement inventé un nouveau concept qui est la portion d'itinéraire d'intérêt. Mais alors, j'avais prévu le coup. Dans 10 jours, vous avez le séminaire de clôture du projet Choucas à l'IGN au Géoroom, le mercredi 13 avril, et il y aura une démonstration de l'application.
Donc en conclusion, donc on a proposé une approche d'intégration sémantique d'objets de repère. Alors on a utilisé beaucoup de briques qui existaient, hein, que ce soit l'utilisation d'un vocabulaire ou l'appariement de données, mais on a du coup quand même enchaîné tout dans sa globalité, puis on a réussi donc à gérer cette hétérogénéité sémantique. Et le travail sur les itinéraires est un travail en cours et on espère bien continuer là-dessus pour aboutir. Merci. Je peux commencer avec une première question. C'est finalement dans l'approche d'appariement, dès lors qu'il y a une ontologie qui existe, finalement l'approche peut être répliquée, par exemple à un autre pays peut-être, ou alors à un autre thème. Quand on considère les bibliothèques d'appariement du LASTIG. Bah, du coup, si on prend l'algorithme multicritère, effectivement, le fait d'avoir mis en entrée de l'appariement toutes les sources de données alignées sur un même vocabulaire, si demain on devait gérer les tremblements de terre ou le secours suite à une éruption volcanique ou quelque chose comme ça, je pense que ça marcherait effectivement de la même façon, quoi. Ouais. Oui, puisque le critère spatial, il n'y a pas de spécificité au secours en montagne et le critère toponymique non plus. Ouais. Ouais. Tout s'appuie sur le vocabulaire, oui. C'est ça. La question portait sur quand vous présentiez les trois méthodes d'appariement des données. Par exemple, pour le REC, c'est la photo qu'on voit en haut à droite. Ouais. Je me demandais comment était faite la troisième méthode, par polygone, il me semble, parce que ça avait l'air de vraiment bien découper les plaques. Donc, est-ce que c'était simplement généré? Est-ce que ça appliquait à d'autres types d'objets? Plutôt la fusion de données, c'est ça, quand on... Alors, je l'ai pas... Oui, merci, c'était la troisième stratégie. En fait, c'était une stratégie plutôt... quand on demande une source de données, par exemple camp to camp, ce qui est le cas là, le triangle orange, et qu'on sait que le toponyme le POI est apparié avec un élément de la BD topo, du coup on a toute la géométrie de la BD topo, ce qu'on n'avait pas dans les sources de données, puisque c'est des données ponctuelles. Et donc cette stratégie-là, elle va plutôt dans la précision la plus... Enfin, la géométrie la plus précise. Donc c'est ce cas-là. Merci. Encore le temps pour une question. J'avais encore une question. Éventuellement, c'est sur dans l'ontologie. Il y a plein de façons de faire des ontologies pour un même domaine. Et du coup, je me demandais si finalement cette expérience vous donnait un peu des clés sur quels seraient les bons critères de classification dans une ontologie même métier. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit isolé ou accessible, on comprend que ça a un sens du point de vue de l'activité des gendarmes, mais on comprend aussi que c'est quelque chose qui permet d'éviter les ambiguïtés de classification dans des sources de données. Du coup, c'est la question. Non, la question c'était, comme il y a plein de façons de faire des ontologies. Les bonnes pratiques. La première question c'était, dès lors qu'il y a une ontologie, est-ce que ça va? Et finalement, est-ce que c'est un peu plus fin que ça sur... Alors, on a utilisé en fait l'ontologie, on l'a pu s'utiliser en tant que taxonomie, c'est-à-dire que c'était toutes les classes héritent de la classe au-dessus. Et je pense que dans d'autres ontologies, on a beaucoup plus de relations avec des thématiques différentes. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des distances qui doivent tenir compte de ces relations. Non, et ouais. Alors que l'ontologie, elle a vraiment été construite avec le PGHM. Il a vraiment participé à la construction, et lui, enfin, c'était en gros, c'était toute sa discrimination pour trouver la victime. En fait, il a une sorte de séparation. Enfin, ouais. Ouais. Le gendarme, il sait que pour quelqu'un, c'est facile de dire un bâtiment est isolé. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis il y avait aussi, il a beaucoup joué sur la forme aussi des objets. Donc par exemple, pour toute la partie relief, c'est la hiérarchie se fait sur la forme des objets. D'abord les objets convexes et concaves, etc.
Merci.